merci à la Plaza pour leur accueil, merci au partenariat effectivement de l'Ambulat, merci effectivement aux éditions en bande à tête dont nous aimons aussi beaucoup les productions et puis le point de vue. Merci à vous d'être à Marseille et d'occuper cette place. Un jour, on a commencé ce rêve écrire, tranquille. À l'intérieur, on lutte, ça se construit. Il faut du temps. On s'efforce, écrire de l'intérieur, tranquillement. Il y a le calendrier, ça ne compte pas. Lorsqu'on cherche sa propre langue dans celle de tout le monde, il faut du temps. Les livres ne sont pas des jalons, tantôt des marques invisibles à certains endroits de la vie, tantôt des morceaux sûrs de territoire. On essaye plusieurs visages, avec ses empreintes sur les peaux, ses trous dans les masques, ses accros dans la langue. On fait attention, entre chaque livre, à ne pas rester trop longtemps dehors, avec les gens, dans le monde. On aurait peur d'arrêter d'écrire, de vivre sans rien, sans que rien n'ait existé. D'autres, pendant ce temps, veulent marcher tranquille dans la ville. Je les suis dans ma tête depuis le commencement. À un moment de l'écriture, Sarah l'a dit. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est marcher tranquille dans cette ville. Qui est Sarah? Un personnage de roman. Je n'ai plus rien à dire aux gens depuis la mort d'un proche parent que je n'ai pu pleurer dans aucune langue. Moi, j'écris pour vouloir et fixer quelque chose peut-être. Je n'ai pas eu le temps de penser quand on est parti de Nanterre. À cause de cela, aujourd'hui, il y a une tension. Je veux écrire juste. C'est difficile. Tout ce qu'il faut retirer, ce qu'on n'a jamais eu. Il faut faire semblant d'abandonner veaux, vaches, cochons, couvées. Travailler à faire venir sur les lèvres la pellicule aigre restée à la surface du lait, sous les doigts le brin froid de la matière, rendre imprévisible la cassure du pot, la bouche tordue, les battements humides de cils, la peine escamotée de la blanche Perrette, cette étrangère, l'absence de compassion de La Fontaine, cette obsédée de la chute de texte. Enfant, j'aurais dû aller à l'école La Fontaine, un préfabriqué largué dans la boue sous nos fenêtres. Mais notre mère a voulu qu'on ait au moins une rue à traverser. Alors, on marchait jusqu'à l'école Buffon, où allaient d'autres enfants, ceux des petits pavillons ouvriers, sans salle de bain, sans chauffage central. Aux deux, allée déjeuner, bâtiment B, appartement 22, cité des Camilles, notre chez nous. Il y avait du vin chaud sous les pieds tout l'hiver. Merci Nora. Tassadit, vous êtes né en 1958 à Argenteuil. Vous avez déjà publié 6 romans. Le premier, Une fille sans histoire, publié aux éditions Calman-Lévy en 1989. Puis Le dromadaire de Bonaparte aux éditions Actes Sud en 1995. Ensuite, Je veux rentrer, toujours aux éditions Actes Sud en 1998. Presque un frère en 2000 aux éditions Actes Sud. Des nouvelles de Cora en 2009 aux éditions Actes Sud et des Cœurs lents aux éditions Agone en 2017. Et enfin, Fini d'écrire, que vous avez publié donc aux éditions Hors d'Atteinte en 2020. Alors, vous proposez dans un premier temps de nous partager d'abord un propos et ensuite on continuera la discussion avec plaisir. Alors, j'espère que vous m'excuserez. Oui, donc je disais, j'espère que vous m'excuserez de vous lire mon petit papier pour commencer. Parce qu'il m'arrive parfois de perdre le fil, de digresser, tandis qu'écrire, ça oblige à sous-peser ses mots, à les caler et en gérant son émotivité. Donc voilà, j'ai des choses importantes à dire en préambule. Bon, d'abord, je voudrais vous dire l'émotion particulière pour moi d'être ici à Marseille, dans cette ville aujourd'hui, car c'est comme un rendez-vous qui était écrit d'avance. On dirait que la vie a du sens aussi parfois et que certains humains s'y efforcent. Donc Marseille a été la ville de retrouvailles pour moi. Alors les retrouvailles avec le Paris populaire de mon enfance et de mon adolescence. En effet, quelle émotion en sortant de la gare Saint-Charles, en marchant dans les rues, cette atmosphère, la densité humaine et la variété de ses visages, de ses voix, de ses accents, et, diront certains,
avec les bruits et les odeurs. Mais je prends tout. Voilà. À Marseille aussi, c'est le lieu pour moi d'une renaissance, la reprise de l'écriture, suite à cette rencontre imprévisible, décisive, avec une jeune éditrice dont l'empathie avec mon travail d'écrivaine, la reconnaissance dont ont bénéficié mes personnages, ont tiré de l'abandon mortifère un roman que j'avais présomptueusement intitulé « Après l'histoire » et qui sera publié ici, chez Agone, à Marseille, sous le titre « Des cœurs lents ». Ce titre dit bien le fond de l'histoire. Comment avancer, vivre, travailler, pour moi, continuer à écrire, sans être aimé. Je pense qu'il faut être patient. Il ne s'agit pas de subir, non, mais d'agir en tenant bon. Tenir bon, c'est de l'action. Depuis, cette jeune éditrice marseillaise a créé sa propre maison, féministe, indépendante, les éditions hors d'atteinte, qui édite avec passion et un certain courage des auteurs hors champ, loin des critères et des intérêts d'un milieu éditorial tout-puissant qui a son entre-soi et ses adoubements convenus. Voilà, donc, en étant invité ici pour dire le trauma colonial, je vous livre telle quelle ma première réaction et ma première pensée. Je me suis dit, évidemment, suis-je porteuse, de par mes origines et mon travail d'écrivaine, d'une légitimité évidente à m'exprimer sur ce thème. Peut-être d'une responsabilité particulière, peut-être même si j'ai investi d'une mission. Je souscris à ce que dit Toni Morrison concernant ceux qui travaillent avec les mots et créent des personnages, en espérant partager avec les lecteurs leur univers. Les écrivains savent toujours à un certain niveau ce qu'ils font. Donc, oui, les écrivains ne sont pas des irresponsables. Mais devons-nous attendre d'eux qu'ils guérissent les blessures de l'histoire ? Les écrivains français, descendants d'immigrés présumés, visiblement par leur nom ou leur couleur de peau, dont les parents et les grands-parents venaient de pays qui ont subi le joug et l'injustice coloniale, des violences inouïes, doivent-ils renoncer à leur liberté de création, à la liberté d'expression de leurs personnages? Donc, ce que je peux dire de moi, et vous en avez déjà deviné pas mal de choses, donc effectivement, je suis la fille d'un immigré algérien et d'une ouvrière française. Je suis née en France pendant la guerre d'Algérie. J'ai grandi dans un quartier populaire, une cité HLM en banlieue parisienne, et j'ai eu aussi la chance de faire des rencontres déterminantes, inespérées. 2 ou 3 professeurs de français, un professeur de musique. J'ai eu la chance de faire de la musique. Voilà. Mais d'abord, j'ai une mère qui, dès qu'on est arrivé dans le quartier, dans la cité, nous a inscrits à la bibliothèque municipale. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci. Merci Tassati. Marie-Hermann est là, donc merci aussi à toi Marie. On va poursuivre Tassati avec ton entrée dans l'écriture, parce que ton premier roman, Une fille sans histoire, date de 1989, mais j'aimerais bien que tu nous racontes l'entrée dans l'écriture qui bien sûr date d'il y a déjà quelques années. J'ai commencé à écrire, je ne suis pas la seule, vers 12 ans. Voilà, j'ai commencé à écrire des petits poèmes, des textes courts. Et je pense que j'étais sans doute aussi, alors évidemment, je vous dis, ma mère nous inscrit à la bibliothèque, donc les livres étaient importants chez nous. Mais en écrivant, j'avais cette possibilité, hors des regards et hors des mots des autres, de pouvoir exprimer, de pouvoir inventer tranquillement. En tout cas, c'est ce que j'ai pu faire dans l'enfance et l'adolescence, et avant d'être publié, ça a été à peu près tranquille. Mais je crois que j'avais compris par la lecture moi-même et les univers auxquels j'ai eu accès, en lisant certains auteurs qui ont été importants pour moi, qu'il y avait la possibilité qu'il y avait cette puissance des mots. Le pouvoir des mots, je ne sais pas, mais la puissance des mots, oui, je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Voilà. J'ai commencé à écrire, j'avais la chance d'être en internat, avec des études, voilà, et d'être loin aussi de la maison souvent. Sans doute ça a dû quand même favoriser, on va dire. J'aimerais qu'on s'arrête aussi quelques instants sur ce titre, Fini d'écrire, avec un point d'exclamation qui nous interpelle. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, il résonne, il y a plusieurs significations.
Parce qu'en fait, il y avait ce côté peut-être, vous savez, à l'école, fini d'écrire. Hop, je pose ce que j'avais à dire, ce que j'avais à écrire, c'est fait, le travail est fait, fini d'écrire. Mais en fait, pour être honnête, c'était le premier, c'était plutôt un cri, fini d'écrire. Parce que ça m'a coûté cher, hein. Pas qu'à moi d'ailleurs, mais écrire, d'abord écrire, c'est, comme je le disais, sans responsabilité, c'est dangereux, mais écrire aussi. Et à un moment, j'ai perdu l'envie d'écrire. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai perdu la foi hein, quand même. Et j'avais l'impression d'avoir que les mots n'étaient plus assez puissants. Alors je serais peut-être amenée à en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai à la fois après chaque livre, je me dis bon ben c'est écrit quoi. Le livre est là. Et puis le livre c'est quand même communiquer avec vous, les lecteurs, mais il y a tout ce qui se passe autour, il y a les rencontres qu'on a, il y a ce qui se passe dans la société en tant que personne, ce qu'on vit comme citoyenne et comme personne, et qui ne vous laisse pas être tranquille en fait. Hein. En fait, on n'écrit pas tranquille et c'est ma responsabilité de dire que ce que je remue ne peut pas être à susciter, à troubler, à questionner, quelquefois mis en colère, et puis il y a eu des malentendus. Mais des malentendus qui ne venaient pas de la lecture, des malentendus parce que nos lecteurs sont aussi, je ne sais pas, ils ont la télévision par exemple, et ils sont assaillis par les images, par les discours, oui, on peut douter que l'écriture soit assez puissante et que le livre et que votre univers, qui dit autre chose et qui le dit autrement, peut offrir une autre rencontre et un autre échange, d'autres images, d'autres visages. Voilà. Alors qu'en face, je veux dire que les préjugés sont tenaces et qu'il y a une tension. Mais je ne m'excuse pas de cette tension qu'il y a dans mon écriture et dans mes livres. Mais à un moment, on peut être mis à mal. Fini d'écrire, voilà. Bon. Ouais, j'ai douté, hein. Profondément. Oui. On va poursuivre dans la découverte de Fini d'écrire. C'est venu de mon travail. Vous m'avez dit en face des choses que vous pensiez, abruptement. Vous n'aimez pas les lecteurs ou quoi? Pourquoi écrivez-vous? Pour désespérer les gens? Vous avez attendu que je réponde. D'abord, est-ce que tout cela est vrai? Ça existe, des gens comme ça? Par exemple, des vies achevées avant d'avoir fini? Vos livres ne sont pas réconfortants. Et les chaos, les choses trappes, les tracas faits aux lecteurs, votre écriture est inconfortable et si noire. Cette noirceur, vraiment, cette dureté, mot pour mot, sans vous concerter, vous vous citez les uns les autres. Ce monde-là, poursuivez-vous, nous pose problème. À la fois, vous dites que vous l'avez reconnu, et à la fois, il y a dans vos voix, dans vos yeux, une stupeur incroyable, une inquiétude. Comme celle qu'on ressent au retour de personnes, de choses qu'on aurait perdues, qu'on pensait disparues, ou qu'on croyait n'avoir jamais vues. Ce que vous me dites se ressemble tant, se répète, insiste à un endroit du monde, de la société où il y a, caché, beaucoup de choses qui m'appartiennent, de gens qu'on a connus, vous et moi, laissés derrière nous, enterrés à l'enterre. Cet endroit de la vie que j'ai quitté il y a longtemps, le dehors, l'en dehors, de la littérature, pour me concocter tranquillement une langue étrangère à tout ça. Ma propre langue, littéraire s'il vous plaît, parfois exsangue, impropre à l'identification, aux limites de l'illisible. Parfois je l'ai réduite au point, ma langue. Ce n'est pas en écrivant comme ça que vous serez tranquille, m'a-t-on prévenu. Puis un jour, on m'a demandé si j'avais essayé d'écrire loin de tout ça. Loin de quoi, ai-je demandé. Lorsqu'on écrit, on est libre. Allons, vous dramatisez. Ça ne marchera pas, ai-je essayé d'expliquer. Tous les écrivains sont des bâtards au début. Seuls les livres sont légitimes à la fin, non? Puis un après-midi, on me l'a réclamé, la vérité. À Angers, une lectrice m'a lancé. Et vous êtes né ici? Était-ce une de ces questions bateaux qu'on pose aux écrivains dans les rencontres organisées avec le public? On ne sait jamais trop quoi leur demander à côté de leurs livres. Ils sont en trop, eux-mêmes le savent et affectent de répondre.
Il y avait dans l'inflexion de sa voix de la stupéfaction, de la révolte, de l'ironie. Il y avait en fin de phrase, et je l'ai reçu sans l'avoir vu venir, ce point vibrant de suspicion. Sans broncher, je fournis aussitôt le renseignement. Dans un fort intérieur, agité, je songeais qu'il est rarement donné de vérifier ainsi l'extraordinaire mobilité du langage, son inéluctable assujettissement aux arrière-pensées. Comment, en moins de 2 secondes, l'anodin peut devenir incongru, frôler le hors-sujet pour se ficher telle une flèche dans le mille, et nous forcer un long instant à mariner ensemble dans le même bouillon, à remuer nos sous-entendus. Disent les vieux maghrébins, pour où es-tu né? Littéralement, sur quel sol ta tête est-elle tombée au sortir du ventre de ta mère? Il y a ici, avéré d'une hauteur, il y a l'ici, avéré d'une hauteur, à la mairie, à l'abri de l'incendie ou d'un bug de l'ordinateur. L'ici qu'elle tient d'une mère née au Pré-Saint-Gervais, département de la Seine. Et il y a le là-bas, visité, d'un père né à Haït-Saouzgan, Grand Kabylie, 3 km de piste dans la montagne, bien moins loin que cette autre Algérie, hors de toutes les cartes de géographie, fichée dans le cœur et la moelle des gens d'ici, les miens aussi, comme une épine exotique empoisonnée, mortelle à la fin. Ce que tout le monde voudrait lâcher à un moment ou à un autre surgit d'entre les dents, du vomi, ce lieu hyper réaliste de la souffrance, de la terreur, du gâchis. Peu de personnes ont le courage de penser la geste coloniale. Autant aborder l'amour sexuel du violeur. Tout ce qui est coagulé derrière les yeux des gens d'ici et d'autrefois. Il faudra attendre qu'il meure. Ici. Le livre est né ici. L'auteur aussi. Ici? Vraiment? Ma tête a touché le sol d'une petite commune au nord-ouest de Paris, en banlieue. On le savait bien. Dépouillé de ses noms et de ses histoires, de la variété de ses visages et de ses paysages, flanqué d'un don d'ubiquité des brumes de l'île aux vapeurs de Marseille, la voilà, réduite et exhibée, toute de béton brut, agencement lassant de blocs et de tours en ce décor de l'impersonnel, lieu emblématique du vide, du froid, du sale, du pire. Et voici, tels qu'on veut nous les montrer, ces autochtones abétis et hostiles. Un glissement sémantique plus loin, elle est notre là-bas d'aujourd'hui. L'ailleurs inséré subrepticement dans notre ici, historique et consensuel, une sorte de presqu'île intérieure, tout en à-coups et en précipice de mémoire, l'emplacement intemporel du cauchemar contemporain. À en croire certains prophètes, le côté obscur de l'idéal républicain. En vérité, dès le premier livre, on est l'otage attendu des lecteurs. D'abord, on apprend ce qu'il en coûte en quiproquo de porter sur une couverture le nom de l'auteur. Le nom de mon père est plus authentique que la littérature. On peut le prononcer dans la langue française, mais personne ne sait exactement où est située sa valeur. Merci, Nora. Alors, ce passage soulève de nombreux éléments et on va s'arrêter quelques instants d'abord sur ces 2 phrases. La première qui est « Un jour, on m'a demandé d'écrire loin de tout ça ». Et puis, en vérité, dès le premier livre, on est l'otage attendu des lecteurs. J'aimerais que vous puissiez me dire quelque chose. Cette question d'écrire loin de ça, c'est quand même loin de ça qu'on parle. Qu'est-ce qui est mis derrière ce mot de ça? Parce que tous les écrivains, ils écrivent aussi à partir de leur expérience personnelle, de leur vécu, et des expériences des autres aussi, hein, parce que c'est vrai que les écrivains, souvent, ils sont observateurs, ils sont même parfois prédateurs, mais écrire loin de ça, c'était loin supposé de mes origines. Mes origines d'ailleurs n'étaient plus supposées être l'Algérie de mes parents, mais la banlieue. Cette banlieue populaire où les familles immigrées sont présentes. Et c'était, pour moi, me baigner mon propre matériau. Ou du moins, il y avait cette idée aussi, finalement, inventée. Alors, bien sûr, l'écrivain, il invente, hein, mais se déposséder, se laisser déposséder de son matériau,
tout à fait impossible. Quand on écrit, c'est impossible. Voilà. Je pourrais écrire de la science-fiction, et même quand vous écrivez de la science-fiction, hein, ça dit des choses de votre expérience, de votre vie. Voilà. Et sur l'otage attendu des lecteurs, c'était cette illusion que j'ai pu avoir. Alors je l'ai vécu, je pense que tous les écrivains peuvent l'avoir. En fait, le lecteur, il n'existe pas. Il y a des lecteurs, et les gens arrivent, bien sûr, avec leur expérience, avec leur vie, avec leur regard, avec leurs préjugés. Et pour moi, c'était comme si les choses étaient déjà jouées, comme si c'était inutile pour... Est-ce que la lecture allait être libre? Est-ce que cette lecture pouvait être libre? Est-ce que votre style, vos mots sont suffisamment puissants pour déjouer, ce que je disais tout à l'heure, pour déjouer des représentations qui sont fortes, que les gens ont en tête, parce qu'il y a des discours politiques, parce qu'il y a des images, ça s'est aggravé, hein. Ça s'est aggravé, c'est pour ça que la littérature, c'est à la fois le seul recours pour échapper à ça, mais c'est très difficile. Donc, l'otage attendu, c'est-à-dire, oui, cette liberté, il a fallu l'imposer, mais elle a été conséquente, hein. C'est-à-dire de continuer à travailler mon matériau peut vous amener de plus en plus. Alors déjà, vous venez de la marge, peu à peu, on vous y repousse. Hein. Voilà. Donc, mais c'est pas, je veux pas, j'espère qu'on n'entend pas que je me plains de ça, parce qu'après tout, ça permet de continuer à travailler, de ne pas répondre, hein, à cette commande. Et on fait avec, parce que je me souviens d'avoir eu un échange avec une autre écrivaine, que je ne citerai pas, mais on vient du même univers, et qui avait pu me dire, mais moi, tu sais, presque, ils ne m'auront pas. C'est-à-dire, dans mes livres, alors là, il faudra vraiment qu'ils cherchent, mais ça ne se passe pas en banlieue, il n'y a pas d'arabe. Donc, on ne va pas à nouveau me dire oui, avant même d'avoir lu mon livre, hein, parce qu'en fait, ça se passe souvent même avant de lire le livre. Hein, voilà. Et quand même, elle n'a pas pu s'empêcher. Effectivement, ça se passait dans un milieu professionnel, un milieu des réalités des banlieues. C'était les rapports entre hommes et femmes, voilà, dans une entreprise. Voilà. Mais elle n'a pas pu s'empêcher. Son héroïne, elle l'a quand même appelée Zora. Ah, Zora. Voilà. Mais voilà, on ne va pas adopter des stratégies pour plaire aux lecteurs et pour... enfin bon, peut-être, hein, ça se fait, mais en tout cas, ça n'a pas été possible. Hein, ça n'a pas été possible. Et puis, on poursuit avec tous les écrivains sont des bâtards au début. Donc, est-ce que cela suggère d'être un bâtard au début? Après, qu'est-ce qui se passe ensuite? Pour moi, la seule légitimité, c'est celle que les livres gagnent, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on espère tous cette reconnaissance de... Alors, cette reconnaissance, je dis pas, déjà être lu, quoi. Moi, j'écris pour être lu. J'écris pas pour moi. Donc, déjà, mais pour arriver, pour être lu, faut-il encore des gens qui vous soutiennent, qui vous éditent, qui... Voilà, quoi. On n'est pas tout seul, hein. On est seul quand on écrit, mais après, c'est, j'allais dire, c'est la lutte des classes, quoi. Ben, voilà, aussi. Ouais. Et puis, ça, bâtard. Et puis vient la question de la langue, ma propre langue littéraire, s'il vous plaît. Oui, c'était moi, j'ai travaillé après, enfin, bon, ce premier roman, il a été important, Les filles sans histoire, et je me suis rendu compte après qu'il m'avait permis de pouvoir presque commencer à travailler, continuer, forger ma langue. Et ça y est, pourquoi j'ai perdu le fil? C'est la première fois. Sur la question de la langue. Et donc, nous aimons les autrices, les auteurs, je le précise, mais nos proches le savent, qui tordent le fil, donc n'hésite pas à perdre le fil, le tordre, le retordre. Espérons que ça ne se produise pas trop, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que on finit par avoir sa langue. Ça ne se décrète pas, hein.
mais on finit par avoir sa langue. Et bien sûr, par contre, c'est une joie hein, quand vous avez un lecteur qui vous reconnaît vivant livre, par exemple, hein, ou voilà, donc qui reconnaît votre langue, c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'un seul coup, vous n'êtes pas transformé en autre chose, et que la langue, elle a ses propres, elle porte ses fruits, quoi. Littéraire, parce que je n'ai pas adopté, peut-être, ce sont mes mots, et je n'ai pas répondu avec des mots qui n'étaient pas ceux de ce que j'écrivais, et qui auraient été des mots qu'on trouve, par contre, effectivement, dans des comptes rendus sociologiques, qu'on entend à la télé, voilà, pour être sûr que tout le monde comprenne mieux, on va tous employer le même mot. Alors, voilà, donc moi, les choses elles se sont faites en travaillant, en écrivant, et puis finalement, ce sont mes personnages aussi. Mes personnages, moi j'avais au début, mais dans mes premiers livres, j'ai mis du temps à remarquer qu'ils ne parlaient pas tellement. Voilà. Et j'étais assez contente de voir que de livre en livre, mes personnages, ils sont beaucoup plus causants. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Merci Tassadik. Justement, on va revenir sur ce roman Une fille sans histoire, donc publié en 1989, et on découvre une discussion que vous avez avec votre éditrice de l'époque. Donc c'est un roman qui a été édité chez Calman Levy, et on découvre donc dans cette série d'articles réalisés par Faiza Zerouala et paru dans Mediapart en juillet 2022, que vous pouvez retrouver, qui s'intitule Pionnier et héritier de la littérature beurre. On découvre donc toute une discussion que vous avez avec cette maison d'édition, parce que ce roman reçoit le prix Radio Beurre. Et donc se pose la question à savoir si on met ou pas le bandeau du prix Radio Beurre sur ce roman. Et puis donc votre éditrice vous dit tu es d'abord une écrivaine pour nous, tu écris, on ne veut pas t'enfermer dans une catégorie. Et vous poursuivez ainsi: j'avoue, je suis contente qu'on ne le mette pas, même si en tant que fille de mon père, je suis heureuse d'avoir reçu ce prix, d'être reconnue pour les miens, par les miens, mais je veux que mon écriture reste l'endroit de mon identité. Alors qu'est-ce que c'est d'être reconnue pour les miens et par les miens? Ça c'est... Oui, ça c'est la personne, c'est un aveu. Alors qui sont les vôtres? Qui sont les miens? Bah c'est vous aussi, hein. Et puis ce qui nous intéressait surtout, c'est cet endroit de votre identité. Oui, je pense que ce que je suis est dans mon écriture, quoi. Ce qu'il y a à sentir et à savoir est là. C'est constitué. Je ne dis pas dans mes livres, au sens, il y a des personnages, mais oui, c'est mon identité dans mon écriture. On va poursuivre aussi avec ce désir, on a l'impression d'une forme de réappropriation d'une narration. Par exemple, dans ce passage, vous parlez surtout de ce bâti qui est dépouillé, mais aussi parfois voilà, de nos histoires qui semblent dépouillées, d'une quête de réappropriation. Aussi par ce moment où vous parlez de, finalement, dans cette situation-là où tout le monde voudrait lâcher cette phrase-là, mais vous êtes né, est-ce que vous êtes né ici? Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit moment sur cette phrase qui se passe? Est-ce que vous décrivez ensuite par la geste coloniale? Il y a des choses différentes dans ta question. La geste coloniale, c'est ce que ça signifie, c'est cette histoire faite de scènes, de sauvagerie totale liée à la conquête coloniale, et d'être aussi, de devoir bien accepter d'être l'enfant de ces deux-là, quoi. Hein, c'est-à-dire à la fois, je me souviens que quand j'étais ado, et c'est quelque chose que devraient comprendre, qu'on devrait tous comprendre les adultes, parce que je pense aux jeunes,
En tout cas, je me souviens que quand j'étais ado, je me disais, je suis la fille du bourreau. Voilà, en l'occurrence, ma mère du pays, voilà. Donc je suis à la fois la fille du bourreau et je suis la fille de l'opprimé, de celui qui a subi ça. Enfin, il n'a pas que subi, justement, il s'est libéré. Et comment être l'enfant de ces deux-là, quoi. Alors, je ne peux pas dire que c'est une thématique qui est présente dans tous mes livres, hein, mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci. On va poursuivre justement avec une phrase qui vous hante et vous sidère. Ma mère l'a-t-elle su avant de s'en aller? À la fin de l'été 2012, quelque chose m'est arrivé. J'ai reçu une phrase en plein visage. De livre en livre, tu ne nous désignes pas d'issue. C'est écrit, noir sur blanc, dans une correspondance moderne, un courrier électronique, lu, lu et relu. De livre en livre, tu ne nous désignes pas d'issue. Dans les jours qui suivent, ces mots dégorgent leur suc, m'obsèdent. J'ai compris cette phrase instantanément, physiquement. C'est comme un coup donné au plexus. La bouche ne prend plus assez d'air. Je suis sonnée. Semaine après semaine, c'est comme l'astre du néant lui-même, c'est comme si l'astre du néant lui-même pénétrait lentement avec ses rayons secs et froids mon intérieur, mon sang, mes organes, ma rate, mon cœur, sans trouver de résistance. Tes livres, tous les personnages de ton œuvre tendent à exprimer un malaise identitaire qui signifie ou réfléchit un corps social, le pays, malade de son histoire, coloniale, migratoire, mais je ne vois pas que tu nous en désignes l'issue. Signifié à Paris, par qui de droit? Je me représentais aussitôt mes livres posés entre les gens et le monde, les empêchant d'oublier pour avancer, vivre, rêver, se réjouir, insistant, menaçant. De livre en livre, tu ne nous désignes pas d'issue. Cette phrase, ces mots infiltrent mes assises, fragilisent mes pas et mes mouvements dans la ville. De jour en jour, mon univers se démaille. Je lutte, fissure, fêlure, faille. Se figurer un îlot battu par les flots, le blason incarné de ma ville. Ne vais-je pas sombrer à un moment? De livre en livre, tu ne nous désignes pas d'issue. Je veux comprendre, je veux penser, il faut répondre. Mais chaque fois que je prends un stylo pour écrire, j'entends, tu ne nous désignes pas d'issue. À quoi nous sers-tu? Tais-toi. Je vais répondre, d'abord comprendre, il faut penser. Comment penser sans écrire? Lorsque j'écris, je ne calcule pas le lecteur, c'est vrai. Je ne pense pas à sa santé, à son bien-être, à son moral. Son visage est flou, innombrable. De livre en livre, tu ne nous désignes pas d'issue. Cette phrase me hante et me sidère. De livre en livre, tu ne nous désignes pas d'issue. Bien entendu, on va s'arrêter sur cette phrase. Ce serait dommage de faire une passe. Oui, bah c'est à relier au titre, hein, en fait, hein, parce que ce que je relate, c'est ce qui m'a saisi. Aussi, tout d'abord, le premier ressenti, c'était... Alors, ces propos, en fait, résumaient tellement ce que j'avais pu entendre, autour, justement, de la réception de mes livres, des lectures... C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai été complètement saisie parce que je veux dire que j'ai ressenti qu'il y avait de la vérité dans ce verdict. Et puis, à la fois, je me suis insurgée, révoltée dans un premier temps. Là, je raconte que j'étais accablée, mais dans un premier temps, quand même, j'étais révoltée. Et je trouvais que c'était une petite focale, que vraiment, chacun de mes livres est différent. Non, les livres ne parlent pas de l'histoire coloniale et de l'histoire de l'immigration. Par contre, si on veut dire par là que j'ai des personnages qui ont des noms variés, qui peuvent s'appeler, effectivement, dans un cas de mes romans, Sabrina, Hélène, qui peuvent s'appeler Noureddine aussi, ou voilà.
Et si le fait de situer un roman dans un quartier populaire, de faire exister certains personnages, de les faire exister en plus en partageant avec le lecteur leur intériorité. Parce qu'en fait, moi je ne raconte pas des rodéos dans les quartiers, c'est pas ça que je raconte. Je raconte de quoi sont faits nos liens familiaux, qu'est-ce qui peut se passer dans une fratrie, comment chacun a des stratégies différentes pour s'en sortir, des questions existentielles de base, c'est-à-dire qui vais-je aimer là, je vais construire ma vie, est-ce que je dois rester là, est-ce que j'aime le gars du quartier, surtout pas, il faut que j'aime quelqu'un dehors. Voilà, c'est des choses comme ça, mais c'est de l'intérieur et donc, et à la fois, ah ouais, c'était bien lu de me dire ça, voilà. Sauf que, voilà, mes thématiques, c'est les liens, quels sont nos liens, l'emprise de l'histoire familiale sur nos vies, de l'histoire collective aussi sur nous, l'emprise de l'actualité internationale sur nos existences, dès qu'il se passe quelque chose quelque part, il y a des Arabes ou des musulmans. Voilà, tout le monde se prépare parce qu'on va en prendre au passage, voilà, comme si on ne se connaissait pas et qu'on n'était plus capable de se reconnaître, des choses comme ça. Et donc, ouais, ça m'a bien, voilà, je dis physiquement, c'est-à-dire que c'était vraiment un coup bas. Alors, il y avait de la vérité, mais c'était vraiment un coup bas. Et en plus, c'était en 2012. C'était en 2012. Et on me dit aussi, parce que je restitue ça, mais en gros, ce qu'on me dit, c'est oui, tu comprends, dans tes livres, tu nous ressasses des choses, là, finalement, qui ne nous aident pas beaucoup, qui ne nous servent pas beaucoup, t'appuies à des endroits qui font mal, et puis tout ça, c'est derrière nous. Tout ça, c'est derrière nous. Hein, pourquoi tu n'écris pas loin de ça? Mais surtout, fiche-nous la paix, et voilà. Et tout ce que tu remues, et comment tu fais parler tes personnages, et ce qu'ils vivent, et ce que tu remues, ça ne nous aide pas. Et c'est trop pessimiste, et il n'y a pas d'issue, tu ne nous proposes pas de solution. Voilà. Ben, je dois dire que là, j'ai été presque KO pendant quelques temps. Et au sens que j'arrivais plus à écrire. Voilà. Et j'étais bien trop vieille pour faire quoi que ce soit, agir. Voilà. Donc je raconte aussi que voilà, dans ces cas-là, le corps, il vous dit des choses, il vous trahit. Donc on marche, on trébuche, on a mal à la mâchoire, on va chez le dentiste qui vous explique que c'est parce que vous êtes trop crispé, vous avez sans doute une colère rentrée, par exemple. Voilà, il y a des choses qui vous confirment, quoi. Voilà. Justement, on voit dans ce passage, mais aussi tout au long de cet essai, la place du corps et cette relation entre l'écriture et le corps. Comment est-ce que tu as travaillé cette question-là dans cette mise en écriture, la manière dont ton corps pouvait réagir, là où aller se loger aussi? Je l'ai écrit, hein, c'est rare que je parle de mon corps. C'est vrai, ça s'est écrit, quoi. Ça s'est écrit parce que c'était le mouvement même de la vie, en fait. C'est parce que perdre le désir d'écrire. Je parlais tout à l'heure d'une certaine puissance des mots, tu parlais de réappropriation, voilà. Et en plus, là, où j'ai pensé, parce qu'il y a aussi le fait que quand vous êtes, je disais tout à l'heure, aussi des personnes et des citoyens, quoi. Donc, quand vous vous trouvez, en plus sur le fond, en tant que personne et en tant que citoyenne, de toutes ces questions-là, et que vous pensiez que vous aviez encore un peu de confort à cet endroit-là de l'écriture, encore un peu de marge, de liberté, et que là, on vous coince, quoi, hein, et il n'y a plus. Voilà, on est... Et... Ouais, c'était très violent. Donc quand il y a de la violence comme ça, on connaît la violence, tous on peut la subir. La violence que les mots sont capables de vous faire, les mots des autres et les regards. Voilà. Et moi, vraiment, je crois que c'était aussi une illusion qui a disparu. Il y a eu, comme ça, un coup dans le dernier.
Et à la fois, je ne peux pas me plaindre, parce qu'en même temps, je me dis, mais oui, mais c'est bien toi qui as écrit ça, et je ne vais pas renier ce que j'ai écrit. Mais, voilà, j'ai arrêté d'écrire, et j'ai quand même, le corps a décidé quelque chose, je ne sais pas, c'était prenons la fuite, courage fuyons, et allons vivre à l'étranger. Bon, finalement, je ne suis pas allée. Au commencement des violences dites urbaines, des années 70, années 90, je suis une citoyenne d'ici et de maintenant et je continue à écrire. À partir de 2005, dans les jours qui suivent les feux de banlieue, c'est comme si j'entendais monter en moi la question « Où est ta colère ?» Ce sont des mots que j'ai griffonnés sur un bout de papier et enfouis dans la poche de Pascal, un jeune métis de ma cité imaginée, le plus sensible, le plus doux de mes personnages. C'est son cri remonté des profondeurs du livre sans prévenir. Ou le mien. J'avais inscrit leur visage et leur voix avec mes mots et mes figures, et je voulais m'en retourner irresponsable. Libre. J'écris ou je fais écrivain en vivre. Dans les années qui suivent, il y a comme un cœur échevelé, frénétique, invisible, qui me hèle partout où je me tiens avec mes écritures. Descends, dis, tu descends? Une ancienne fille de cité doit avoir le cran de se rendre au centre-ville pour parler à tout le monde, maintenant, avec simplicité et franchise. Sors. Au début de l'automne 2001, à la croisée de mon travail d'écrivain, une amie chère qui me voulait du bien, femme de livres et de culture, m'avait déjà mise en garde. Ne sors pas de la fiction, ils vont te tomber dessus. C'est ma mère qui me l'a dit la première. Ne sors pas. À mes frères et à mes sœurs aussi. N'allez pas dehors. Au canibou, dos à la porte, elle nous barre la sortie. Une fois rentrée de l'école, elle nous veut encore dans les yeux. Elle nous veut encore les yeux dans un livre ou la main sur un cahier. Le jour, elle trime à la maison. La nuit, elle fait le ménage et l'aide-soignante aux urgences d'un hôpital à l'autre bout de la ville. Elle nous rapporte qu'elle donne aussi sa main à tenir à ceux qui ont trop peur ou trop mal. Elle est toujours notre héroïne. Notre père, lui, fait ses 3-8 pour une usine qui fabrique des câbles. Lorsqu'il traverse le living et nous voit larmoyant assis sur le canapé devant un film dramatique, il nous lance à chaque fois moqueur, exaspérant. Il ne sent pas mort pour de vrai. Le week-end, bouclé toute la journée dans le duplex, nous dévalons les escaliers allongés sur des pans de carton avec des cris de sauvages empêchés, tandis que de l'autre côté du mur, rideau tiré, elle essaye de récupérer de sa nuit de travail. À son premier salaire, elle nous prend un abonnement à la revue. De la fenêtre, à la revue Tout l'univers. À la revue Tout l'univers. Ouais. La revue Tout l'univers. Ah oui, la revue Tout l'univers. Ah oui. Donc la revue Tout l'univers. De la fenêtre, nous voyons s'aligner de mois en mois de nouveaux blocs de béton. À la hâte, on a démonté avec des bataillons de pelleteuses et de bulldozers les paysages anciens de la banlieue. On donne aux cités bétonnées les noms des fleurs dessinées. Par souci d'économie et de goût de l'alignement, on entasse, on étage, on circonscrit et on répète à l'infini. L'aventure, ce sera un temps encore, longer le bidonville où ceux de la tribu de notre père vivent dans les baraquements dont s'échappent des odeurs de misère et des you-you, pour arriver sains et saufs, selon le jour, à la bibliothèque ou à l'église, mal à l'aise, la gorge serrée, le cœur emballé, de peur, de honte. Notre mère va vite rayer de sa page le dimanche à l'église, où siège un Dieu avec chemin de croix et main tendue vers le ciel, à 1000 lieues de l'ascenseur social. Pas son genre, l'imploration. Elle croyait qu'en aube blanche, le missel à la main, la tignasse réduite au fer en anglaise, notre grand-mère nous aimerait mieux. Les couleurs des vitraux, l'éclairage des statues, les chants que la pierre amplifie, les gens assis ensemble, le beau spectacle, je m'en souviendrai. Les Benjamines ne seront pas baptisées. C'est en nous seuls qu'elle veut croire désormais. À peine nous sommes-nous retrouvés en famille qu'elle nous chasse de notre foyer chaque lundi avant le lever du jour. J'ai 11 ans, mon frère 12, 2 de nos sœurs nous suivront.
De semaine en semaine, d'année en année, elle nous fait sortir du quartier en clandestin. Elle a tracé un itinéraire personnel dans sa tête qui nous effraie et nous fatigue. À 5 heures du matin, il faut marcher dans l'obscurité, hébété jusqu'à l'arrêt du bus de la commune voisine. Mon frère, te souviens-tu des murs inquiétants de l'Arsenal que nous logions? Remonter toute une ligne de métro, continuer après la correspondance, avec pour compagnons de voyage les ouvriers en partance, stoïques, engourdis, et ceux qui rentrent, assommés, la peau grise. Puis reprendre à la surface un deuxième bus, sur un pont qui nous amènera jusqu'à la rue Eiffel, où se niche la maison d'Yvonne H., avec son école à l'intérieur. Sous ce toit, des enfants apprennent à respirer sans leurs parents et hors du monde. À un moment, ils doivent tenir seuls sur leurs pieds. C'est une maison d'enfants réservée aux familles socialement défavorisées, avec ses bibliothèques, une scène pour le théâtre, une salle où répète l'orchestre et la chorale. Au fond de la cour, invisible de la rue, une petite imprimerie où, composteur à la main, les enfants apprennent l'étymologie grecque et derrière laquelle j'irai me cacher pour pleurer le temps d'un trimestre. Sortie tôt du lit, les paupières gonflées, avec un mal au cœur tout au long du trajet. La nausée était-elle due au manque de sommeil ou au mélange de chagrin et d'espoir? À nos premiers cheveux gris, elle nous a dit « Je me demande, je vous ai trop câliné, je vous ai pas pris sur mes genoux. Vous n'êtes jamais dit combien je vous aimais. Vous étiez toute ma vie. » C'est exagéré et c'est au passé. Elle n'a pas eu le temps de bavarder. Nous avons eu notre compte de bredouillement dans le cou, de regards brefs et illuminés où nous entrevoyions qu'elle avait un beau visage. Et quand nous sommes partis longtemps, elle nous a écrit sur une page arrachée à un cahier ou sur une carte postale aux fleurs ou oiseaux. L'écriture de ma mère est élégante, le trait délié, sans rature, toujours avec cet accent passionné qui me gênait et me manque aujourd'hui. Merci. On va revenir sur le début du passage et notamment sur les révoltes populaires de 2005 et là où vous posez la question de où est votre colère. Moi j'avais une question, c'est finalement est-ce que la colère c'est un terreau fertile aussi pour l'écriture? Est-ce que c'est ce qui nous tient debout? Comment est-ce que vous la considérez? Non, je pense que quand j'écris, je ne suis pas en colère de ne pas écrire avec la colère. Mais je pense qu'elle était là. Quoi. Elle était là. Oui, peut-être que elle habite mes personnages. Peut-être que certains lecteurs qui ont lu ont bien lu. Je ne sais pas quoi dire, c'est pas parce que j'ai pas eu des parents qui nous ont élevés pour la colère. Enfin, ils ne sont pas élevés pour la colère. Mais moi, j'ai eu une colère quand je pense à la génération de mes parents, quand je pense aux parents, quoi, à ces parents-là. Et je me dis qu'ils ont vraiment morflé, quoi. Et à la fois, ils ont été... mon père, il nous a jamais... On parlait tout à l'heure de la gescolénale. C'est vrai que mon père ne nous a jamais... J'avais pas un père qui s'est plaint, j'ai pas eu un père qui était une victime. Alors, mon père, il a travaillé toute sa vie. Il a commencé quand il était enfant. Il est venu avec son père travailler dans les mines du nord de la France. Après, il est retourné en Algérie. Après, il est revenu travailler en France. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il est allé à Monte Cassino. Et il est revenu travailler en France. Il a travaillé toute sa vie. De toute façon, il travaillait à l'usine. Et quant à ma mère, oui, dans les passages qu'on a lus, c'est-à-dire que je me dis heureusement qu'elle n'avait pas peur, ma mère. Elle n'avait peur de personne. C'est vraiment une lutteuse, quoi. Et c'est vrai que j'en ai peut-être voulu à un moment, parce que les mères, à un moment, elles font vraiment le choix des enfants, quoi. Quelquefois, voilà, c'est-à-dire que elle avait envie. Là où nos parents, les parents, ils ont envie qu'on aime leurs enfants, quoi. Ils ont envie que ça se passe mieux pour eux. Et donc, ils peuvent très bien être tentés d'abdiquer sur beaucoup de choses. Hein, et on peut très bien les laisser derrière soi, quoi. Et on met du temps à voir
quel courage ils ont eu. Et je crois que j'ai répondu loin de ta question. Non, c'était exactement, c'était au contraire très très juste. Une autre phrase aussi nous a interpellés, qui est celle de votre ami, et qui vous dit ne sors pas de la fiction, ils vont te tomber dessus. Oui, c'est ce qu'il y a à l'époque. En fait, en 2001, en août 2001, je terminais un texte où justement je questionnais tout ça, donc j'avais déjà publié quelques livres. Et j'avais besoin de réfléchir sur cette question d'identité qui était tout le temps, qu'on me ramenait tout le temps. Et aussi de voir, voilà, d'interroger comment la littérature, effectivement, elle est aussi politique, quoi. Ce qu'on écrit, et voilà. Donc j'interrogeais ça, la part du politique, et aussi par rapport à cette histoire-là de l'immigration. Qu'est-ce qui se jouait qu'est-ce qui se passait dans ce pays avec cette question-là. Et donc j'avais écrit un texte où je questionnais ça à partir de mon expérience. Ce n'était pas un discours politique, c'est-à-dire je racontais mon parcours, pourquoi j'avais choisi d'écrire et à quoi j'étais confrontée. Et bien sûr, je parlais de la société française et de ce qui coinçait. Et à l'époque, mon éditrice, qui a soutenu beaucoup tous mes livres chez Actes Sud, m'a mis en garde, m'a dit mais ne sors pas, n'écris pas, ne sors pas de la fiction. Reste quelque chose que j'ai entendu comme reste à l'abri dans la littérature et dans la fiction, parce que si tu te mets à parler autrement, et voilà. C'était presque ils t'attendent, ils vont te tomber dessus, quoi. Et effectivement, dans les rencontres qu'on a pu avoir notre génération à cette époque, on nous faisait venir pour parler de quoi? Pas pour parler de notre travail d'écrivain, mais voilà, pour parler du foulard, pour parler de la délinquance dans les quartiers, pour parler de l'islam, pour parler des violences urbaines, tout ça. Et il se trouve que j'avais des choses à dire. C'était pas que j'avais des choses à dire, quoi. Ça m'intéressait. Ce que pouvaient vivre les gens dans les quartiers, même si j'en étais partie. Voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et à l'époque, j'ai eu la chance que la revue Esprit, en fait, en publie une partie. Parce que je finis ça août 2001, arrive le 11 septembre, le 12 septembre, tout est différent, tout est changé, tout, voilà. Et même avec mon livre, Presque un frère, qui était sorti en 2000, c'est fini. C'est plus possible de dire, on ne peut pas dire le mot immigré, on ne peut pas parler des quartiers, on ne peut pas, voilà, parce que le monde est terrifié et saisi de, voilà. Donc, effectivement, ça s'est passé exactement comme elle l'avait dit. Et c'est la première partie. Après, des années après, ce texte, je le relisais et je me disais, mais c'est fou, mais qu'est-ce qui leur a fait peur là? C'était quoi ce... et si vous le lisez, c'est dans fini d'écrire au début. Mais non, je crois que tout le monde était terrifié et toute l'histoire est revenue et tout est remonté à la surface et il fallait pas broncher, il fallait pas bouger, il fallait disparaître, quoi, vraiment, quoi. Alors de temps en temps c'est ça, quoi, il faut disparaître, revenir et tout, voilà. Alors, justement, dans ce passage, on va aussi à la rencontre de vos parents, dans un espace familial, dans un espace intérieur, et on se posait la question, finalement, quelles sont les questions, justement, que vous vous êtes posées dans cette mise à jour de l'intime dans l'écriture? Jusqu'où est-ce que je vais? Moi, j'ai été pas mal marquée, par exemple, par cet espace que vous décrivez du rideau pour séparer cette pièce dans laquelle beaucoup se reconnaîtront pour que votre maman puisse y trouver du repos et la manière dont vous décrivez cet intérieur familial. Donc, c'est dans le premier roman. C'est dans Une fille sans histoire, qui est effectivement un roman avec des personnages et une jeune femme qui s'appelle Lida, qui a une mère, un père, etc. Mais oui, du coup, en fait, les questions, tu vois, que vous avez pu vous poser. je suis tombée Voilà. dans le piège. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà, comment J'ai avoué des quelque chose. En fait, ce que je veux dire, c'est que Nora,
Soraya parle D'écrire. je parle de ma mère et je réponds à propos du premier roman où c'est un personnage et c'est une histoire qui est très proche de mon histoire et la mère qu'on voit dans une fille sans histoire ressemble beaucoup à ma mère. Et voilà, D'accord. je suis tombée. D'accord. Pardon, excusez-moi, Non, il y a c'est pas très pas de clair, souci. mais C'est il y a oui, autre je chose. vous assure, c'est un roman. Le premier. Non, il n'y a aucun problème. Je me suis dit qu'on allait passer par une fille sans histoire pour revenir sans doute en fait, aux questions qu'on peut se poser quand on décrit telle intimité. Mais c'est pas facile, puisque en fait, je sais pas, peut-être qu'on parle bien dans Fini d'écrire, n'est-ce pas? C'est le seul livre que ma mère n'a pas lu en fait, hein, parce qu'elle est morte avant qu'il sorte, la même année. Voilà. Mais ma mère lisait mes livres, hein. Lisait mes livres, voilà. Mais je crois qu'elle était... On n'en parlait pas, mais je crois que c'était important pour elle. Mais non, ça c'est une difficulté vraiment. C'est une difficulté, par exemple, mais je la ressens plus par rapport, par exemple, par rapport à ses frères et sœurs. Oui. Moi, je ne veux pas que les frères et sœurs puissent être mal. Où voilà, chacun a son récit, chacun a sa vie. Voilà. Moi, je ne décrète pas et je n'utilise pas le... Alors c'est peut-être paradoxal, mais je n'ai pas... Je peux pas mettre à mal... On ne met pas à mal des gens avec qui on a vécu, pas que ses frères et sœurs d'ailleurs. Non, on ne se sert pas de ça, quoi. Mais là, c'est autre chose. C'est-à-dire que ce que je raconte de ma mère... c'est elle, mais c'est, je crois, beaucoup de mères aussi. C'est beaucoup de mères, ouais, qui ont souvent sacrifié leur vie personnelle, ou qui ont... oui, moi j'avais cette mère incroyable qui voulait qu'on joue aussi, quoi. Donc être à la nuit, elle était là le matin pour nous habiller, pour aller à l'école, qu'on soit parfait, etc. Et quand il y avait le week-end qu'elle avait travaillé, hein, qu'elle voulait dormir, ben, elle nous laissait faire un boucan. Enfin, c'est dingue, quoi. Non, mais les enfants sont cruels. Hein. Alors justement, après cet espace intérieur que l'on découvre, on découvre aussi la manière dont vous deviez sortir en clandestin du quartier. Voilà, donc c'est la question de votre place aussi. C'est une image, hein, c'est un ressenti qu'on avait. Parce qu'il y avait ceux qui... Parce qu'on a... En fait, on a eu droit, quoi. On a eu droit à aller dans un lieu où on avait accès à la culture, on avait accès à la musique, on composait, on écrivait un journal, on avait une imprimerie, on pouvait composer le texte, on faisait de la danse, et on était gâtés, hein, on était gâtés par rapport aux autres, quoi. Et ma mère, en tout cas, clandestin, c'était nous qui ressentions ça. Quand je dis elle nous faisait sortir en clandestin, on ressentait ça, peut-être, on se sentait un peu comme si on trahissait les autres, comme si on profitait tout seul pour soi, des choses comme ça. C'était compliqué. C'était compliqué, et puis je racontais. En plus, on faisait de la musique, et moi, j'ai eu la chance de faire du violoncelle. Et donc, il y a eu des fois où je revenais avec le violoncelle à la maison. Et je vous assure, c'était une épreuve de sortir de l'appartement, de s'arranger pour qu'il n'y ait pas trop de monde dans le hall, à l'époque, hein, parce que maintenant, dans les communes, dans les quartiers populaires, dans les villes populaires, dans les villes où il y a des écoles de musique. Hein. Il peut y avoir des écoles de musique, très bien. Mais à l'époque, faire de la musique, en plus avec des instruments comme un violoncelle ou un violon, voilà. Donc, moi, j'avais honte, quoi. J'essayais de traverser... Voilà, je cachais mon violoncelle en sortant pour traverser le hall et aller prendre... Voilà, c'était pas des choses pensées, non. C'était pas des choses pensées, c'était vraiment quelque chose ressenti. Alors je voudrais aussi pouvoir relire un passage parce que je trouve une grande beauté et en même temps on voit bien le cheminement entre attachement, détachement, arrachement qui est celui-ci.
Et quand nous sommes partis longtemps, elle nous a écrit sur une page arrachée à un cahier ou sur une carte postale avec fleurs ou oiseaux. L'écriture de ma mère est élégante, le trait délié, sans rature, toujours avec cet accent passionné qui me gênait et me manque aujourd'hui. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu, Tata Dite, ce que vous écrivez votre maman? En fait, c'est aussi quelque chose, ça, qui m'est revenu. Et malheureusement, c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que quand les êtres chers ne sont plus là. Voilà. Donc, mais j'ai toujours gardé précieusement ce petit mot que ma mère m'avait envoyé à l'internat, m'avait écrit. En fait, elle était c'est très important pour elle que j'écrive, hein, c'est quand j'étais ado. Et donc, elle m'envoie une lettre où elle me dit « Écris. Tu pourras exprimer tout ce qui m'a manqué et tout ce qui m'a oppressé. Du coup, je ne retrouve pas la phrase de la mère. Étouffé. Tout ce qui m'a manqué et tout ce qui m'a étouffé dans ma vie de femme et dans ma jeunesse. Et moi, à l'époque, en ado, je ne lui dis pas, mais je pense très fortement, c'est pas pour ça que j'écris et c'est pas pour toi. Voilà, c'est terrible, quoi. Et donc, à la fois, si, bien sûr que si, mais pas tout de suite, quoi. C'est pas tout de suite. Voilà. Mais bon, j'espère, je pense que quand il y a eu les livres et qu'elle avait les livres chez elle et tout ça, c'était une réponse, hein, elle les a lus. Mais voilà. C'est pour ça que des fois je m'en veux. C'était tout au début, là, quand je parlais de ma langue littéraire, quoi. Hein, comme si ma mère n'avait rien à voir avec le littéraire. On est comme ça aussi, hein. On est comme ça. Quand on est jeune. Oui. Alors justement, en parlant de cette langue littéraire, il y a une rencontre que tu fais qui est décisive, celle qui est avec Kateb Yassine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors en fait, c'est vraiment une rencontre presque de hasard, mais voilà. Donc, je ne vais pas remonter tous les fils, mais j'ai la chance de faire la connaissance de Kateb Yassine. Si je vais vous raconter, sinon vous allez imaginer, je ne sais pas quoi. Mais en fait, ma fille, c'est parti de l'école de ma fille. Ma première fille s'appelle Taous. Et il y a une maman dans cette école qui a aussi un petit garçon de l'âge de ma fille et qui vient me dire « Mais je peux vous demander pourquoi vous avez appelé votre fille Taous ?» Et je lui dis oui, c'est en fait en hommage, par admiration pour Taous Amrouche, qui a écrit Le Grain Magique. Taous Amrouche était une écrivaine, une poétesse aussi, et qui a recueilli toute la tradition orale kabyle, les contes, les poèmes, et que Maspero avait édité. Ça s'appelle Le Grain Magique, que j'avais dévoré, que j'avais découvert à l'adolescence. Hein. Et Taous, voilà, toute ma vie. Et elle me dit, ah bon? Elle dit, bah Taous Amrouche, c'était ma mère. Voilà. Et voilà, ça c'est à Paris 19e. Et donc, on a accroché, on a sympathisé. Et elle connaissait très bien Kateb Yassine. Et donc, elle sait que j'écris, que je commence à écrire. Et elle me dit, et puis un jour, elle me dit, bah, Kateb est de passage à Paris. Donc moi, imaginez dans quel état j'étais pour rencontrer Kateb Yassine. Et c'était une personne absolument d'une simplicité, voilà, je veux dire, l'échange, la conversation n'a posé aucun problème. Et je lui avais donné des choses à lire. Et voilà, on a parlé, et lui, il m'a parlé immédiatement de la génération de mon père, en fait, hein, des immigrés algériens qu'il avait connus, lui, dans les années 50 à Paris. Enfin, on s'est dit beaucoup de choses, et surtout, quand j'ai commencé à travailler sur Une fille sans histoire, et que je n'arrivais pas à terminer le roman, le livre, lors d'un passage à Paris, il m'a dit, mais il faut que tu ailles en Algérie. Parce que je n'étais jamais allée en Algérie. J'avais 29 ans, 30 ans. Il m'a dit, mais va en Algérie.
Tu verras. Après, tu arriveras à terminer ce livre. Et j'y suis allée. Voilà. Donc je viens d'Algérie grâce à Kateb Yassine la première fois, en 88. Et je termine le livre. Et en fait, il ne l'a pas lu parce qu'il est mort. L'été 89. Ouais. Donc le livre est sorti fin 89, septembre 89. Voilà, donc c'était une rencontre vraiment précieuse. Et dans ce livre, ce que je veux dire, c'est que dans Une fille sans histoire, j'ai toujours pris de l'avance quand même sur les personnages. C'était important. Donc moi, je l'ai fait ce voyage. Mais la fille, dans Une fille sans histoire, dans le roman, elle dit qu'elle va voir, elle ira, demain, après-demain. Voilà. Elle se demande si elle va y aller. En tout cas, moi, j'ai été appelée, ça m'a permis de terminer le livre. Quoi. Voilà. Alors nous arrivons à la fin de notre discussion, mais avant, Bazadeh, je vous propose de finir par un passage auquel nous sommes très attachés, qui nous permet aujourd'hui de continuer en empruntant ces mots chers à Kateb Yassine, qui sont bonjour la vie, et je vais vous laisser ces derniers. Aux obsèques de ma mère, au crématorium de Nanterre, il y avait les enfants, les petits-enfants, nos amis d'enfance comme ses enfants depuis toujours. Elle sortait un matelas, une assiette pour celui ou celle qui avait une galère, et puis elle secouait le naufragé ou le consolait. Étaient présents aussi des membres de la famille de la première union de notre mère et de celle de la première union de notre père. Ces petits-enfants nés là-bas, venus s'établir ici dans les années 90. Au restaurant, pendant le repas, j'ai pris des photos en rafale avec un téléphone offert par un ami. Moi, qui ne prends jamais de photos, et c'est à peine me servir d'un iPhone. J'ai gardé une suite de visages perplexes, de regards gênés, tous éberlués par ma transformation en paparazzi hystérique. Je comprendrai plus tard que c'est pour elle que je fixe tous ces visages réunis, pour lui montrer combien nous sommes nombreux à l'avoir aimée, elle qui n'en a jamais eu assez de preuves, a toujours douté de l'amour. La jeune amie de mon fils est venue me dire plus tard que l'officiant des pompes funèbres avait changé de tête pendant que je lisais au crématorium un texte écrit pour ma mère. Le passage où tu parles de ton père et de la guerre d'Algérie, et aussi des sans-papiers de Saint-Bernard. Il t'a lancé de ses regards, rapporte-t-elle. Il est devenu pâle. J'ai cru qu'il allait se sentir mal ou faire un scandale, me confirme un ami. À quel moment, à quel endroit du texte cet homme a-t-il été malade? Est-ce quand j'ai dit que c'était une évidence pour notre mère française que les Algériens voulaient être libres? Ou bien le passage sur la charge policière contre les étrangers réfugiés dans cette église du 18e arrondissement de Paris? Qui sait quelle est son histoire? Ainsi, la plaque de notre mère s'est perdue sur le trajet entre Nanterre et le cimetière. Puis, la stèle a été fixée de travers. Et enfin, son prénom a été écrit avec une faute d'orthographe étonnante. Représailles, mauvaise action ou négligence répétée d'employés incompétents, irrespectueux. Nous ne nous sommes pas confiés les uns aux autres nos hypothèses. La mienne, la voici. Grâce aux péripéties de la vie, ma mère s'est libérée de son identité pour rejoindre mon père, qui repose là-bas, dans une tombe sans nom. Merci. Je vous propose d'ouvrir les échanges. Les micros sont en train de circuler. Oui. Premièrement, je voudrais vous remercier et je ne voudrais certainement pas vous poser la question si vous êtes ici, par la suite. Alors, entre ici et là-bas, même si vous dites là-bas, ça peut être l'Algérie ou la banlieue, je voudrais savoir où se place aujourd'hui Tassadit, en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'écrivain. Est-ce que cette place a évolué ou pas, a changé entre votre premier livre et celui-ci?
Alors pour moi, le réel, c'est là où on vit. Surtout. Donc le réel, c'est vrai, je vis en France. Et c'est pour ça que jamais je ne dirai quoi que ce soit sur l'évolution de l'Algérie ou ce que peut vivre l'Algérien en Algérie. Où je suis, en fait j'ai repris l'écriture, hein, ce que j'ai pas dit, voilà. Donc mon identité, là je suis en train de la récupérer, on va dire, personnelle. Et sinon, oui, je vis ici parce que j'ai des enfants, mais il n'y a pas que des enfants, il y a aussi des jeunes. Il y a des jeunes et eux, ils vivent en banlieue. Ils vivent en banlieue parisienne. Je sais pas. Est-ce que c'est... L'Algérie, ça reste, pour moi, un pays important, c'est le pays de mon père. Et je revendique... oui, je suis une fille d'étranger, quoi. D'ailleurs, on est devenu beaucoup plus des enfants d'étrangers que des enfants algériens. Je suis donc une fille d'étranger en France. Je vis dans le pays. Voilà, mais... Alors, ce que je peux dire, je sais pas pourquoi je disgresse peut-être, mais j'ai donné des prénoms de là-bas à mes enfants, qui sont nés ici, eux aussi. Donc on a déjà des générations, voilà. Et quand vous dites où vous en êtes aujourd'hui, je vous avoue que j'ai eu un passage où je me suis demandé si je n'ai pas fait mieux. Enfin, comment vous dire? Je vous avoue, je n'aurais pas facilité les choses, hein, visiblement, là, aujourd'hui. Mais ça va, hein, ils vont bien, ils sont contents de leur prénom. Il y a des choses qui se transmettent, et donc je sais que mes enfants, ils sont forts, voilà. Et au moins, on a ça, quoi. On va quand même pas gommer. Voilà, moi, ce que je dis par rapport à cette histoire de prénom, parce qu'il y a eu des débats et des polémiques, c'est quand même un signe de confiance dans ce pays, quoi, de donner des prénoms d'ailleurs à nos enfants. Voilà, c'est pas un signe de rejet de la société, de la culture française, de la langue française, des prénoms français. Et c'est d'abord un lien affectif. Donc moi, mes enfants, je les ai aussi reliés à leur grand-père aussi, hein. Un père, à leur grand-père, et le père était tout à fait d'accord. Hein. Moi, je veux que cette part-là continue à vivre aussi. Voilà. Bonsoir. Je ne vous ai pas encore lu, et je suis venue pour vous entendre et pour avoir envie de vous lire. Donc je suis vierge de toute analyse ou quoi que ce soit sur vos écrits. Par contre, la présentation de votre parcours, ce qui vous a conduit à ce que vous êtes aujourd'hui, je sais que la période où vous avez grandi a été difficile, je l'ai vécu moi-même, je suis de la même année, donc des 58. Et je sais que être enfant algérienne à cette époque était très très difficile. Alors votre mère a développé des stratégies d'évitement et de protection pour sortir un peu de la classe et de l'origine, pour pouvoir vous offrir une scolarité différente de celle du quartier, avec tout ce que ça avait supposé comme marginalité, etc. Ce qui est marrant, ce qui ressort de la présentation de votre mère, enfin marrant, excusez-moi, c'est pas marrant, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on ne sent pas son statut de française et de, comment dire, on la sent plus femme d'immigrés dans votre discours. Parce qu'elle se sentait... Elle était femme d'immigrés, effectivement. Oui, mais son origine française n'a pas joué, bon, même si elle avait quelques codes, etc., n'a pas joué pour une meilleure vie pour vous. Ah, c'est une question. Voilà. D'accord. C'est une question. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Hein. Bien sûr, il ne faut pas se raconter d'histoire, je l'écris. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas eu les mêmes... Alors, ce qu'il y a aussi, effectivement, des origines, mes origines, une part de mes origines, une part de mon identité. Une part de mon identité n'est pas visible sur... voilà, n'est pas visible sur mon visage. On se promenait avec nos noms.
Donc ça, les noms, de toute façon, dans les relations avec les administrations, avec les gens, les noms. Et puis quand on écrivait le prénom de notre père, Mohamed, là aussi, il se passait quelque chose. Bon. Mais vous avez raison. Et je ne sais pas, paradoxalement, je sais pas, la société était différente. Par exemple, vous voyez, moi j'étais heureuse à l'école primaire du quartier, quoi. Hein. C'était une petite commune de banlieue communiste. Moi, je n'ai pas été malheureuse à l'école. Hein. Je n'ai pas souvenir de situation d'avoir ressenti un racisme, des préjugés. Je n'ai pas souvenir, ça ne m'a pas marqué. Peut-être qu'il y en a eu un petit peu, je ne sais pas, mais ça ne devait pas être, vous voyez, ni à l'école primaire, ni au collège. Le lycée, bon voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont changé aussi dans le rapport. Il y a des choses qui se sont tendues, il y a d'autres choses qui sont intervenues. Mais bien évidemment, ma mère française a joué un rôle déterminant dans le fait qu'il y a des choses qui nous ont été facilitées. Par contre, ce qui était très dur pour nous, c'était que comme notre part d'identité algérienne et de là où n'était pas forcément, n'apparaissait pas, les gens ne se gênaient pas pour parler devant nous. Ils ne devinaient pas qu'on était. On était aussi algériens, notre père était algérien. Donc du coup, je le dis comme ça, mais ça ne m'amusait pas du tout, enfant. Hein. Parce qu'il fallait voir comment on parlait, les Algériens à l'époque. Et puis de toute façon, on a tous vécu, je sais que c'est quelque chose qui est propre à notre génération. Moi, quand j'allais avec mon père, il nous emmenait pour aller marcher avec lui, quand on était dans la rue. Mon père, c'est pareil. On ne voyait pas, on ne pouvait pas trop le situer. Mais dès qu'il ouvrait la bouche, oui. L'accent, la façon de parler français, voilà. Mon père n'était jamais allé à l'école, et aucune école. Parce que les Français, ils ne mettaient pas les Algériens à l'école, les enfants indigènes n'allaient pas à l'école en Algérie. Faut pas croire, hein, contrairement à ce qu'on raconte. Et donc, dès que mon père parlait, voilà, c'était clair. Et effectivement, de ne pas, qu'on ne comprenne pas que... Mais si vous en êtes, et vous entendez des choses, et ça c'était terrible, ça c'était vraiment... ça c'est violent. Voilà. Mais vous avez raison, socialement, dans l'emploi, oui, les choses, on a vécu des choses différentes. Mais c'est aussi, comme je le dis, hein, parce qu'on a eu la chance de faire des rencontres aussi. Parce qu'on a l'impression comme ça que les gens... non, mais c'est partout pareil, hein, on rencontre hein, quand même les autres. Et quand même, il se passe des choses... il y a des gens qui vous ouvrent des portes, ou tout simplement qui portent un autre regard sur vous. Ça fait tout, quoi. L'autre regard porté sur vous. Ouais. Ben justement, moi je voulais dire que finalement, l'identité, c'est pas une, elle est multiple. Mais le plus dur, c'est le regard de l'autre qui nous assigne et qui nous emprisonne dans un seul aspect de notre identité. Mais c'est pas grave d'être assigné. Disons que moi, je veux dire que j'ai même, c'est vrai qu'à l'adolescence, on peut aussi avoir envie de renforcer ce qui ne se voit pas. Hein, c'est-à-dire que moi, j'aurais voulu, à l'adolescence, j'aurais voulu être plus algérienne et j'avais que mes cheveux en fait pour attirer l'attention, se dire tiens, elle est peut-être pas d'ici, parce que là encore ça va, mais avant, j'avais les cheveux un peu très fumés. Voilà. Donc moi, j'avais mes cheveux quoi, qui rappelaient que c'était mon père, mes cheveux quoi. Mais j'ai perdu le fil. Oui, le regard, mais c'est plutôt qu'on vous voit tous, c'est plutôt cette idée qu'on serait tous, qu'on n'aurait pas d'individualité, quoi. C'est bizarre qu'un pays comme la France, pour qu'il l'individu et tout, dénie aux autres, et notamment dès lors qu'on est enfant d'immigrés, immigrés étrangers, leur dénie leur individualité. Très vite, c'est des généralités. Le communautarisme, c'est les Français qui l'avaient en tête les premiers, hein, excusez-moi. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très contente, enfin, je ne vous connaissais pas du tout, pardon. Je ne connaissais pas du tout votre travail et c'est Faiza Gueye qui a posté sur son Instagram, que je suis beaucoup, qui a été très importante dans mon écriture. Et en fait, je suis frappée de vous entendre
sur comment on vous a dépossédé finalement de votre agentivité littéraire, comme si ce que vous écriviez, il fallait vous demander des comptes à l'endroit de la banlieue et de l'immigration, ce qui est aussi quelque chose qu'a vécu Faiza Gueye ou Fatima Das récemment. Donc du coup, je me dis, ok, ça a commencé beaucoup plus tôt et en même temps, ça ne me choque pas. Et dans cette filiation-là, je me demandais du coup, pour vous demander à l'endroit du livre et de ce que vous avez écrit, si vous aviez eu, je sais pas, un livre de chevet, un auteur, une autrice qui avait été fondamental dans votre travail, parce que, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que Faiza Gueye, je la mobilise. De rencontrer son livre à 14 ans, c'était effectivement de voir un nom sur une page, sur une couverture, mais c'était surtout une espèce de génie dans l'écriture, de rire et de sensibilité. Et du coup, je me demandais si vous aviez eu des rencontres comme ça. En fait, les écrivains qui m'ont marqué, et où il s'est passé quelque chose de plus fort pour moi, des écrivains français que j'aime beaucoup, qui ont fait partie aussi de ma formation, ma culture scolaire, mais pas seulement. Il y a des auteurs français que j'aime, mais pour moi, c'est William Faulkner. Voilà, c'est Les Palmiers Sauvages, c'est Le bruit et la fureur. C'est aussi un écrivain comme Dostoïevski, des frères Karamazov. Voilà, mes références, oui, je crois qu'il s'est passé quelque chose avec l'univers, notamment de William Faulkner, parce qu'il y avait cette présence, du passé qui ne passe pas, de la culpabilité, de ce qui pouvait être à l'œuvre dans les liens, voilà, par rapport à l'histoire. Aussi des personnages qui sont hantés par l'histoire, qui vivent sous l'emprise de... Mais... Et puis, voilà, pour parler de Faiza, on a la même éditrice, on a eu la même éditrice pour le premier roman. Le premier roman de Faiza, Critique de main. Et en fait, je lui ai raconté, parce que je l'ai vue il n'y a pas longtemps, Faiza, et je lui ai raconté qu'une fois, elle avait une rencontre dans une librairie à Paris, pas loin de République, et donc j'ai su, par Isabelle, son éditrice, que je connais, qu'il y avait cette rencontre, et j'y suis allée pour l'écouter dans un petit coin, et là j'étais sidérée, parce que on était 20 ans après, 30 ans, je sais pas, plus de 30 ans de différence, enfin en tout cas elle a sorti son livre très jeune, et j'entendais les remarques et les questions, et c'était les mêmes, c'était ce à quoi j'avais eu droit, moi, dans les années 90, elle, la même chose, quoi. C'était plein de condescendance, enfin, je veux dire, c'était terrible, hein. Et en fait, oui, Faiza, je sais pas, c'était une question que tu voulais poser par rapport aussi aux générations, quoi. Mais pour moi, vraiment, c'est un espoir important. Alors je parlais de jeunes maisons d'édition indépendantes pour qui d'un seul coup vous découvrez que si ça c'est quelque chose qui parle, qui a de l'importance et dont on a besoin, par exemple, vous voyez, enfin qui a, voilà. Mais il y a aussi ces jeunes, cette génération-là, dans Faiza, qui viennent, voilà quoi, vous voyez qu'on a des filles en commun. Vous voyez que c'est important pour eux, qui aient lu ces livres, ce parcours-là. Et c'est vrai que je l'ai vraiment ressenti, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour moi, c'est la fin de la solitude, quoi. La fin de la solitude. Et je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Parce qu'on a discuté tout à l'heure par rapport à d'autres écrivains. On disait, mais pourquoi Azouz Begag, Mehdi Charef, Aki Tadjer, Moutsi, je peux vous l'oublier, c'est sûr. En fait, vous ne parliez pas, à l'époque, quand on se croisait, à des débats. Mais non, parce qu'à chaque fois, on était tous conviés pour le même genre de débat. Il y avait que nous, il n'y avait pas les autres auteurs français, on était ensemble, c'était plutôt sur la tribune.
Et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé à un moment. Et je pense que chacun était tellement, j'ai presque envie de dire, avec son stylo, en train de travailler, avec son univers, à vouloir défendre sa singularité, à surtout pas être encore englobé, taxé de communautarisme, que c'était pas possible de se regarder les uns les autres et de se parler. Chacun était là pour creuser son sillon, voilà. Il n'y avait pas de solidarité. Mais bon, parce qu'on pensait chacun, c'est pas à cet endroit-là. Par contre, beaucoup de ces gens-là, attention, ils se sont investis en tant que citoyens. Dans beaucoup de choses, avec des directions différentes. Hein. On n'a pas tous pris les mêmes. Hein. On n'a pas tous fait les mêmes choix. Mais la génération de Faiza, c'est autre chose. Je trouve que, non pas qu'on était faible, mais ils ont un aplomb. Et oui, peut-être aussi qu'ils sont traversés par des doutes, des fois, ils se prennent des coups hein, aussi. Mais, je sais pas, ils savent beaucoup plus être ensemble et faire des collections, voilà. Et notamment, pour moi, franchement, quel bonheur, quoi. Bonsoir, merci donc par rapport à tout ce que vous avez dit. Ça nous renvoie à tous, nous sommes à peu près, on est à peu près la même génération comme Leïla, c'est-à-dire que tout ce que vous avez raconté, même l'histoire de votre mère par rapport au contournement pour pouvoir faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école, etc., ça nous parle aussi, donc ça c'est quelque chose que j'avais envie de souligner. Mais par contre, ce que je voulais vous remercier, c'était de ne pas rentrer justement dans le débat où à chaque fois que quelqu'un qui est d'origine algérienne, qu'il soit écrivain, artiste ou ingénieur, etc., c'est de renvoyer toujours à son identité, à son histoire. Et donc là, franchement, par rapport à de quelle place vous parlez, où vous êtes né, je trouve ça scandaleux qu'on pose ces questions à vous et non pas à d'autres. Et donc je vous félicite et je trouve qu'il y a un groupe de femmes en ce moment d'origine algérienne, je vais dire ce mot-là parce que ça parle, et je trouve que ce travail que vous faites est extraordinaire et franchement je suis ravie de vous entendre, d'avoir entendu Faiza Gueye, Kaouter, etc. Et donc voilà, c'était juste un petit chapeau bas pour toutes ces femmes issues de l'immigration postcoloniale qui existent. Et notamment, c'est vrai que vous m'avez rappelé qu'il y avait eu des écrivains, des hommes, et pourquoi ils n'ont pas continué. Donc la question, est-ce que c'était pas parce qu'on les avait assignés à un moment donné à leur rôle d'écrivain, parlant que de l'histoire des banlieues, de l'Algérie, etc., etc. Voilà. Merci. Mais ils ont continué en fait, hein. Chacun dans son... Ils ont continué hein, à écrire et voilà. Merci Zora. Je suis désolé, il va falloir arrêter parce qu'on va se faire déloger rapidement, sans rien. Il ne faut pas prononcer le mot déloger ici à Marseille, monsieur. On risquait une vraie révolution, ils ne sont pas prêts de quitter les lieux, justement. Je suis pour la révolution, en fait. Déloger. Merci Tassadis, merci de ta présence. On se retrouve quant à nous le 9 décembre ici à la Casa. Merci à vous. Et il y a le livre, effectivement, en vente grâce aux partenaires des éditions Athènes. Merci à vous.